Bonsoir à tous, bienvenue dans cette réunion Lila, mais on va parler que politique et on va commencer tout de suite. Je reçois Jean-Gaël Anda, candidat à Saint-Pierre, c'est politique. Bonsoir Jean-Gaël Anda. Bonsoir Monsieur Ramoudou. Alors, j'allais dire à chaque fois que je commence, je dis qui est mon invité, qui est Jean-Gaël Anda. Alors Jean-Gaël Anda, 44 ans, attaché territorial en disponibilité, célibataire, sans enfant et très engagé politiquement sur Saint-Pierre pour la Réunion d'une manière générale et sur Saint-Pierre et par ailleurs conseiller régional. Avant d'embrasser la carrière politique, comment vous avez un petit peu construit votre vie ? Alors déjà, je pense que c'est assez important d'expliquer le contexte, en tout cas familial et l'environnement familial dans lequel j'ai grandi. J'ai eu la chance d'avoir une tante qui était passionnée par la vie politique. Elle n'est plus de ce monde, c'était Madame Denise Nilameyom, qui était ma tante. Elle était conseillère municipale absolument, également qui était conseillère municipale. C'était vraiment le bras droit de Monsieur André Tienakoun sur le tampon, qui était par ailleurs, elle a été conseillère régionale, très engagée politiquement. Mais bon, ça, en tout cas, les repas familiaux, je la voyais, et puis ça, quelque part, ça fait naître probablement quelque chose, une fibre chez moi. Ensuite, ça a été des rencontres, quand j'étais enfant aussi, entre Monsieur Louis Virapoulet, parrain, et Monsieur Virapoulet, chez ma grand-tante. Souvent, j'avais l'occasion de les rencontrer. Bon. Mais le déclic, ça a été dans la nuit, il s'est fait, en fait, le déclic dans la nuit du 21 avril au 22 avril 2002. Parce que j'étais étudiant, je faisais mon droit en Loire-Atlantique, et j'ai vu le visage de Jean-Marie Le Pen au second tour. Rappelez comment c'était les résultats du premier tour des élections présidentielles. Absolument. Jacques Chirac devrait affronter ce soir-là, donc, le 15 jours plus tard, affronter Jean-Marie Le Pen au second tour. Absolument. Alors, juste une petite précision. C'est très important de relever le fait. C'est pour ça qu'il faut apprendre à relativiser tout ce qui est sondage. Ce soir-là, les plus grands instituts de sondage donnaient le duel et misaient sur un duel Jacques Chirac, Lionel Jospin. Lionel Jospin était sûr, très sûr de lui. En plus, il était Premier ministre, donc il avait tous ses chiffres entre les mains. Il était sûr de ce qui allait se passer. Vous voyez, même les meilleurs instituts de sondage se sont trompés. Oui. Et ça s'est prouvé, ça s'est répété à plusieurs reprises. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable décalage entre les chiffres produits par ces instituts de sondage. Souvent, ce sont des analyses qui sont commandées et achetées, et la réalité du terrain. Est-ce que ça on pose toujours la question. Je referme la parenthèse. Non, c'est vrai que dans un institut de sondage, on pose la question dans le sens de faire plaisir aux commanditaires du sondage. Absolument. Mais reste une chose quand même, Jean-Gaël Anda, c'est que ce que la population veut dire aujourd'hui, vous êtes au premier loge, vous les entendez, et qu'est-ce que cette population aujourd'hui vous dit ? Quel est son mal-être ? Quelles sont ses revendications ? Alors, je pense que très sincèrement, les hommes politiques, en tout cas celles et ceux qui sont candidats, celles et ceux qui s'engagent pour la première fois en politique, devraient tenir compte d'une crise, à mes yeux, majeure qui a frappé la France, la crise des Gilets jaunes. Je crois qu'il faut en tirer des enseignements, et le premier de ces enseignements, c'est une exigence au niveau moral, au niveau de l'éthique, au niveau de la transparence et de la probité. Je crois que les citoyens aujourd'hui veulent savoir, vous en faites quoi de notre argent ? Et vous êtes où, vous, élus ? Lorsque nous avons voté pour vous, nous avons confié un mandat qui est aujourd'hui entre vos mains. Qu'en faites-vous de ce mandat ? Comment répondez-vous à nos attentes ? Comment contribuez-vous à l'amélioration de notre quotidien ? C'est ce qu'attendent les gens. Et il faut en tenir compte aujourd'hui. Dans les porte-à-porte, dans les rencontres avec les gens chez eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quand ils parlent de leur mal-être, c'est plus financier, c'est plus émotionnel, c'est un ensemble, c'est plus social. Un ensemble de choses. C'est l'absence de perspective d'avenir pour des parents, par exemple, par rapport à leurs enfants qui font des études et pour lesquels ils se saignent aux 4 veines. C'est pour des personnes âgées de voir dans quelles conditions ils peuvent vivre, parfois, et même trop souvent. Souvent, logement insalubre, une véritable précarité. Ce sont des mamans qui ont du mal, le 10 du mois, à boucler leur fin de mois, qui n'arrivent plus à acheter du lait en poudre ou des couches pour leurs enfants. C'est une réalité aujourd'hui. La précarité est en train de gagner du terrain. Et je crois que le premier des combats que l'on doit mener sur notre territoire, c'est le combat contre la misère, contre la précarité, contre l'exclusion.
C'est la première des choses. C'est ce qui ressort en premier. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens sur le terrain quand on parle de précarité? Alors la précarité, c'est regarde dans quoi nous vivons, Monsieur Anda. Regarde dans quelles conditions nous vivons. Aujourd'hui, ou des parents qui vous disent, voilà, mon entraîne prive à moi pour envoyer mon marmaille fait études Saint-Denis, Monsieur Anda. Mon marmaille est un bac plus 4, il veut continuer. Mais aujourd'hui, il essaie de trouver ne serait-ce qu'un petit job d'été pour ses finances, pour acheter son livre. Nous, ça va dans toutes les collectivités, même un job l'été pour avoir un mois. Il dit à nous, n'a pas rien. Ça, ce sont des inquiétudes des personnes âgées qui vous disent, aujourd'hui, Monsieur Anda, ils vous prennent la main, ils vous lâchent plus. Par pitié, revenez nous voir, nous les tout seuls, notre case. Ça touche. Vous savez, moi, j'ai pas le monopole du cœur. J'ai le cœur, qui est mon cœur, qui est le mien, mais j'ai ma sensibilité par rapport à cette problématique, par rapport à cette souffrance d'une majorité silencieuse. Et je crois qu'il est de notre devoir de s'engager avec fermeté, avec une véritable détermination, mais dans ce combat contre la misère et l'exclusion. C'est une réalité. Moi, je reconnais que j'ai eu de la chance. Je suis né sous une bonne étoile. Mais cette bonne étoile, je veux qu'elle puisse éclairer beaucoup plus de monde autour de moi. Alors comment allez-vous la faire éclairer, cette étoile? En gagnant déjà la mairie. En réussissant le 15 mars, là où personne nous attend, nous réussirons le 15 mars. Parce qu'une mairie, une collectivité, est de gagner. C'est pas la fin en soi pour moi. Je considère que la victoire, ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est de se servir de ce mandat comme d'un levier, comme d'un instrument, pour pouvoir construire une société plus juste. Vous savez, à 44 ans, je suis encore un peu idéaliste. Bon, certains diront que c'est de la naïveté. Moi, je crois qu'il faut conserver cette part d'idéalisme en soi et d'espérer un monde meilleur, de pouvoir le construire en rassemblant les gens dans un esprit d'unité et de fraternité. Qu'est-ce qu'il y a dans votre programme qui répond justement aux attentes de la population? Première des choses, c'est de mettre l'accent sur les moyens supplémentaires conférés au CCAS, notamment en matière d'aide. Toutes les aides alimentaires, toutes les aides financières. Alors, il y a une particularité à Saint-Pierre. Il y a le CCAS et puis il y a le CIAS également. Au niveau intercommunal, qui relève de la Civis. Voilà, mais on ne peut pas travailler sur les deux. Ah ben naturellement. Je veux dire, toute structure qui a une vocation sociale, qui a une vocation justement à lutter contre la misère, qui est là pour apporter un plus dans la vie des gens, nous devons y consacrer beaucoup plus de moyens. Parce que si nous considérons que la lutte contre la misère est une priorité, c'est à nous aussi de conférer beaucoup plus de moyens et d'outils. Mais je veux dire aussi, par ailleurs, qu'au niveau de ces structures, nous allons mettre en place un véritable contrôle de gestion. Parce que je veux que ces aides soient effectives, qu'elles soient réalisées et que la population puisse vraiment ressentir un mieux-être, en tout cas une mairie qui soit à leur écoute. Alors, on parlait du CCAS. Naturellement, la lutte contre l'habitat insalubre. Moi, je n'admets pas, je ne conçois pas qu'en 2020, vous puissiez encore avoir des gens qui, chez eux, n'ont pas de sanitaire. Pas de sanitaire. Quand vous avez des gens qui vous montrent l'état de leur habitation, qui vous disent, vous vous rendez compte, Monsieur Anda, pour aller faire nos besoins, nous l'obliger d'aller à côté. C'est choquant, hein. Je peux vous assurer que ça fait mal. Nous l'obliger d'aller d'un carreau de canne à côté. Nous n'avons point rien. Vous regardez l'état des tôles de certaines personnes, notamment les habitants de toute la côte de Saint-Pierre, Théa-Sainte ou à Grand-Bois. Vous voyez que tout ça, c'est rouillé. Et les gens vous montrent dans quelles conditions ils vivent. Vous rentrez dans une cuisine, moi j'ai vu ça enfant, hein, cuisine où il y a encore de l'encaustique, pour ceux qui connaissent, l'encaustique, avec la brosse coco. Monsieur Ramoudou, nous sommes en 2020, vous êtes en train de nous parler souvent, j'écoute les candidats, en train de parler de grands projets à coups de millions. Non, ma priorité, ce sont ces gens-là. Ces gens-là. La première des missions de mes futurs élus est la suivante. Ils devront, dans leur quartier, recenser, diagnostiquer l'état de leur quartier en matière de logement insalubre et de prioriser, notamment au niveau d'une certaine urgence à intervenir. Ça va être la première de leur mission. Et je veillerai moi personnellement à ce que cette mission soit remplie de la part de mes futurs élus. Alors, l'habitat, donc on a parlé logement, quelle est les autres priorités de votre programme? La lutte contre l'exclusion, c'était également les SDF. Près de 500 sur Saint-Pierre, c'est énorme. On parle que du front de mer ou on parle du territoire? Toute la ville, du territoire de Saint-Pierre. Je veux, par exemple, c'est une de nos propositions, que lors de l'élaboration des repas au niveau de la restauration scolaire, au niveau de la cuisine centrale, nous puissions élaborer un certain nombre de repas et qui seront naturellement distribués par le tissu associatif, notamment la Croix-Rouge ou l'association Sainte-Thérèse, pour les habitants de Saint-Pierre qui connaissent justement ces associations, qui soient distribuées à nos SDF.
Parce que je pense que aujourd'hui, un homme, une femme, un SDF a le droit au moins d'avoir un repas digne de ce nom, au moins un repas par jour. Et concernant leur hébergement, est-ce que vous y travaillez? Et de prévoir des logements supplémentaires pour pouvoir les accueillir. Mais parfois dans des situations... Alors c'est une situation qui est assez complexe et qui est aussi sensible. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont SDF, mais qui ne veulent pas sortir de cette situation. Et c'est tout à fait leur droit bon. Mais vous avez d'autres personnes aussi qui petit à petit ont eu à subir les aléas de la vie, qui ont perdu leur emploi, séparation, la perte de leur famille et qui se retrouvent sans rien, totalement démunis, totalement perdus. C'est aussi notre rôle de politique, de leur tendre la main, de les accompagner, de leur donner de la chaleur, de les orienter, de leur trouver quelque chose. S'il faut un petit travail, trouve un petit studio. Des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est là que vous apportez de la chaleur dans leur cœur. D'accord. D'un point de vue social, quels sont les autres éléments? Je veux vraiment porter aussi un plan en faveur des seniors. C'est très important au niveau des seniors. Une vraie politique d'animation en faveur de nos seniors. Prévoir, par exemple, que le week-end, selon une certaine fréquence, nous puissions organiser des sorties pour nos Gramoun. Des sorties, parfois ils ne demandent pas grand-chose. Fais sorte à nous le week-end, emmène à nous un petit pique-nique, organisez ça. Il faut le faire par le biais du tissu associatif, naturellement. Mais également des animations dans les quartiers pour ces seniors. Alors, moi je suis un peu nostalgique de cette époque, je n'ai pas trop connu. Tibal longtemps et autres. Ouais. Beaucoup sont sensibles à cela. Avec des orchestres, vous savez, la musique longtemps, l'orchestre en cuivre. L'orchestre en cuivre. Organiser ça dans des quartiers, avec une fréquence, naturellement. Mais une fréquence qui sera soutenue. C'est-à-dire, vous savez, moi, je dirais comparaison n'est pas raison. Mais j'admire, moi, ce que fait M. Etienne Akoun sur le tampon. Je devrais pas le dire, parce que, bon. Mais quand des choses bien sont faites dans l'intérêt de la population, il faut le noter. Là-bas, il y a des animations pour nos Gramoun, pour les Gramoun du tampon. Il faut aussi qu'à Saint-Pierre, nous ayons le même niveau aussi d'animation pour nos personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie dans l'intérêt de Saint-Pierre, dans l'intérêt du développement de la Réunion. C'est à nous aujourd'hui de leur rendre hommage et de leur donner justement un peu plus de dignité. Concernant le volet économique de votre programme, qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut absolument que Saint-Pierre fasse pour continuer à avoir des entreprises qui viennent, quand Saint-Pierre soit toujours attractif, pour que demain, l'entreprise crée de l'emploi sur Saint-Pierre? Alors, il y a plusieurs aspects. La première des choses, c'est naturellement des mesures qui sont concrètes et qui touchent à certains dispositifs. Je veux, si vous voulez, dès notre élection, pouvoir travailler avec les services de Bercy afin d'envisager que toute une zone, notamment vers Pierrefonds et la zone périphérique à l'aéroport, et monter jusqu'à la zone de Bois d'Olive, qui connaît un fort taux de chômage, que nous puissions disposer en tout cas d'un aménagement fiscal préférentiel, voire la définition d'une zone franche globale sur cette zone, afin d'attirer des entreprises. Une entreprise, c'est quoi? On oublie souvent qu'une entreprise est là naturellement pour gagner de l'argent, pour celui qui porte son projet, mais également pour générer de l'emploi. Mais si à un moment donné, la pression fiscale est telle sur ces entreprises qu'elles n'ont pas forcément envie d'investir, et donc ça ne génère plus d'emploi. Donc, travailler déjà avec les services de Bercy pour la mise en place de cette zone franche. Première chose. Ensuite, dans les méthodes. Plus de clientélisme, plus de favoritisme. Ce n'est pas normal que sur une zone comme Pierrefonds, alors qu'en 2014, le sortant avait promis la création de près de 2000 emplois, avec plus de 200 entreprises qui devaient s'y installer. Vous observez, c'est un simple constat. Aujourd'hui, la zone de Pierrefonds, vous n'y trouvez que des cocotiers et des lampadaires. Alors, moi, j'aimerais qu'à un moment donné, le mandat serve à quelque chose en matière économique, au niveau économique en tout cas. Donc, développer la zone de Pierrefonds, c'est la première des choses. Plus de clientélisme et de favoritisme. Une vraie commission au niveau de la transparence, dans les attributions des parcelles, dans les choix des attributaires. Non, il y a des choses à faire au niveau économique, parce que Saint-Pierre recèle de véritables atouts, tant au niveau touristique qu'au niveau économique d'une manière générale. Et la zone de Pierrefonds, cet outil, qui est un outil de développement économique, c'est un véritable levier, il faut le valoriser et il faut le développer. Comment, justement, bouger le levier touristique pour que Saint-Pierre soit attractif d'une part pour la population, mais que ça rapporte également aux entreprises et à la mairie? Alors, au niveau touristique, la première des choses, il faudrait aussi que Saint-Pierre soit propre et sécurisé. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui de voir que tous les week-ends, vous ayez des agressions sur le front de mer de Saint-Pierre.
Alors vous me direz, oui, ça relève de la compétence de l'État, mais le maire a aussi un pouvoir de police. Donc de travailler avec l'ensemble des associations, les forces de police, naturellement les forces les services de l'État, afin de sécuriser ce front de mer. Naturellement, en revoyant le système de vidéosurveillance, des patrouilles conjointes très fréquentes, accentuer ces patrouilles, police nationale, police municipale, création d'une brigade cynophile pour le front de mer de Saint-Pierre. Il faut sécuriser, parce que si des touristes y viennent, ils se font détrousser sur le front de mer, ou comme la fois dernière au niveau de Théa-Sainte, des touristes qui ont été détroussés de leur téléphone, de leur porte-monnaie et autres, à un moment donné, ça conférera une mauvaise réputation à Saint-Pierre. Première des choses. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'encourager aussi, j'allais dire, des habitants, des Saint-Pierrois, à ouvrir leur propre structure. Vous me dites, qu'est-ce qu'on peut faire en matière touristique? Moi, j'observe, l'évolution du front de mer de Terre-Sainte. C'est assez inquiétant. Parce que j'observe que les gens qui sont natifs de Terre-Sainte, on les encourage, on leur donne des conseils en leur disant, écoutez, laisse une petite parcelle sur le front de mer de Terre-Sainte, avec vue sur la mer, naturellement. Montez un petit peu dans les hauts, on a de logements neufs, nous va donner un autre logement neuf. Et vous voyez que des personnes qui viennent d'ailleurs, attention, c'est pas un discours sectaire, mais qui viennent d'ailleurs, eux, dès qu'ils arrivent, tout de suite, c'est logement meublé, logement de vacances et autres. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est favoriser la création de ce type de microstructure à vocation touristique, mais pour les habitants de Terre-Sainte. Comment? En les y aidant, naturellement, à améliorer leur structure, leur habitation, afin justement que ces habitations puissent devenir des logements saisonniers. Ça va créer de l'emploi pour les gens qui habitent Terre-Sainte, mais surtout, vous va garder votre patrimoine, cette petite parcelle-là, que vous avez hérité de vos parents, de vos gros-parents, des enfants de pêcheurs, mais c'est à vous aussi de valoriser. Parce que je ne veux pas que Saint-Pierre devienne Saint-Gilles. Je n'ai rien contre les Saint-Gillois, mais encore une fois, je ne veux pas que Saint-Pierre devienne le Saint-Gilles. Ça fait 20 ans que cette politique a été mise en place et vous voyez petit à petit toute la population native de Terre-Sainte qui remonte petit à petit. Nous, on va mettre un coup d'arrêt à cela le 15 mars et je peux vous dire d'ores et déjà que beaucoup me suivent, en tout cas avec cette approche et cette définition de notre politique. Un mot, on n'a pas beaucoup de temps pour la suite, un mot juste sur l'agriculture. Alors au niveau de l'agriculture, valorisation de nos produits pays, de nos produits bio, des produits issus de l'agriculture raisonnée. Alors la première des choses, c'est qu'au niveau de la restauration scolaire, nous allons prioriser des produits bio. Mais s'il y en a suffisamment pour la demande. S'il n'y en a pas, on se rabattra naturellement sur les produits issus de l'agriculture raisonnée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agriculture raisonnée, c'est lorsqu'on utilise moins de pesticides, enfin juste ce qu'il faut de produits chimiques, de façon à ce que les produits soient de bonne qualité. Au niveau de la restauration scolaire. Ensuite, autre chose au niveau de l'agriculture, il faut envisager d'autres nouvelles filières, afin de penser à la fin de la filière canne à La Réunion. On partir déjà sur cette diversification. Nous avons à La Réunion une biodiversité exceptionnelle qui demande simplement à être valorisée. Les fameuses PAPAM, je ne sais pas si ça vous parle, M. Ramoudou, les plantes aromatiques et à propriété médicinale, nous en disposons sur Saint-Pierre et sur toute la Réunion. Pourquoi ne pas encourager nos agriculteurs à se lancer dans ces nouvelles filières afin justement que cela puisse être rentable et apporter un plus dans leurs revenus? C'est aussi très important de songer à l'avenir de nos agriculteurs. Par ailleurs, et je ne veux pas... Je vais vous couper, il nous reste 1 minute et demie. Okay. Je vais vous laisser face à la caméra, vous adresser à la population de Saint-Pierre. Mesdames et messieurs, le 15 mars et le 22 mars auront lieu les élections municipales et communautaires à Saint-Pierre. Ça fait 20 ans, quasiment 20 ans que vous avez la même équipe avec la même direction et les mêmes pratiques. Et au bout de ces 20 ans, il existe aujourd'hui une majorité silencieuse à Saint-Pierre, une majorité de citoyens comme vous qui souhaitent ce changement avec de nouvelles pratiques, une nouvelle équipe et des élus qui ne pensent pas avant tout à embaucher leurs enfants et les membres de leur famille, mais des élus de proximité, des élus de terrain, proches de vous et à votre écoute. Un vrai projet solidaire, généreux, humaniste et respectueux de l'environnement. À vous de faire votre choix, mais faites-le librement. Vraiment en votre âme et conscience. Choisissez cette équipe nouvelle car pendant ces 6 ans, vous avez pu voir que j'étais le seul opposant à réellement attaquer des délibérations que je considérais comme allant à l'encontre de vos intérêts. Le seul opposant, encore une fois, à avoir mis le doigt sur des pratiques d'un autre temps, la fraude électorale. Je suis le seul à avoir porté cette plainte. Du reste, l'enquête se déroule toujours. Donc, des pratiques nouvelles, une nouvelle approche de notre société, une nouvelle approche de notre ville. Je compte sur vous.
Merci Jean-Gaël Anda, merci pour cette intervention et merci d'avoir donc répondu à notre invitation. On va passer à un autre candidat. Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va recevoir Yanis Lebon. Il est candidat au tampon C'est politique. Bonsoir Yanis Lebon. Bonsoir. Alors, d'abord, et la question est récurrente, qui est Yanis Lebon ? Alors Yanis Lebon est un tamponné de naissance. Je suis père de 2 enfants, je suis directeur d'école et je suis élu à l'heure d'aujourd'hui dans l'opposition à la mairie du Tampon. Je suis candidat aux élections municipales, comme vous venez de le dire, et je suis actuellement sur le terrain, j'arpente tous les quartiers du Tampon avec mon équipe, notre équipe qui s'appelle Réunir pour réussir, et nous portons un grand projet qui s'articule autour de 3 grands défis. Alors, on va y revenir, mais juste avant, j'allais dire, quel était un petit peu le parcours d'Yanis Lebon avant d'aller en politique ? Qu'est-ce qu'il a, en tant qu'associatif par exemple, dans le monde associatif, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, avant d'entrer dans le monde politique, j'étais syndicaliste de l'éducation nationale. J'ai dirigé un syndicat de l'éducation nationale qui s'appelle la CFTC, éducation à l'heure d'aujourd'hui. Autrefois, ça avait un autre nom quand je dirigeais, c'était le SANRAC. J'étais également dans l'Interpro, c'est-à-dire que je menais différentes actions au niveau de différentes branches de la CFTC. J'étais administrateur de la Caisse de sécurité sociale, j'étais administrateur de l'AGFOS PME, j'étais et également administrateur de ce qu'on appelle la Préfond, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires. D'accord. Comment vous travaillez dans le milieu associatif, en tant que syndicaliste par exemple ? Quelles sont les actions que vous avez menées ? Si je peux dire, pour faire le lien avec l'actualité, il est vrai que nos grandes actions que l'on a menées à l'époque, c'était autour et essentiellement de la réforme des retraites dans les années 97, dans les années 2003. Et en tant que syndicaliste, nous, particulièrement la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, on avait la famille au centre de nos préoccupations. Et c'est vrai j'ai transporté et j'ai transposé cette préoccupation aujourd'hui dans le monde politique en disant que l'homme, avec un grand H, devait être au centre de l'action politique. Et ce qui fait que vous êtes devenu enseignant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous occupez de ces hommes de demain. C'est une tâche que vous êtes accordée ? Alors en fait, j'ai été enseignant avant d'être syndicaliste. C'est-à-dire que j'étais en premier lieu enseignant. J'étais enseignant au lycée agricole de Saint-Joseph dans un premier temps. Et puis après, je suis passé au premier degré. Je passais le concours. Et c'est par la suite que je suis devenu syndicaliste. J'ai quitté le monde syndical pour rentrer dans le monde politique où j'ai démissionné de l'ensemble de mes fonctions pour rentrer en fait dans le monde politique. Qu'est-ce que vous voulez justement pouvoir faire dans cet environnement politique ? Ce que je souhaiterais faire, et particulièrement au tampon, c'est de mettre, comme je le dis dans toutes mes réunions, c'est mettre le tamponné et la tamponnaise au centre de nos préoccupations et non pas de mettre l'action politique au centre de l'action politique. Alors, mettre le tamponné et la tamponnaise au centre de vos préoccupations, que vous disent les tamponnés aujourd'hui ? Quelles sont leurs demandes ? Quelles sont leurs attentes ? Moi, l'attente de la population, ça fait 6 ans que je suis au conseil municipal du Tampon. Et ce que j'entends, ce que je vois, c'est que 42% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends, c'est les problèmes liés à l'emploi, 18 000 chômeurs au tampon. Et pourtant, de l'autre côté, on nous dit que la mairie, elle est riche, extrêmement riche. Samedi, au conseil municipal, les comptes administratifs vont être adoptés et c'est encore 37 millions d'euros d'excédents qui vont être votés.
Et de l'autre côté, comme je viens de vous le dire, une population qui s'appauvrit, 42%, ça fait quand même plus de 36 000 personnes au tampon qui vivent avec moins de 600 € par mois. Et c'est l'attente des tamponnés. Quand est-ce qu'on s'occupe d'eux? Quand est-ce qu'on prend en compte les familles qui sont sans emploi? Quand est-ce qu'on prend en compte les jeunes qui sont sans activité, qui sont perdus, disons-le ouvertement? Quand est-ce qu'on prend en compte les enfants qui vont à l'école? Je ne sais pas si vous avez suivi le débat des ATSEM au tampon, puisqu'on a supprimé un grand nombre d'ATSEM. Et puis, il y a l'attractivité de cette ville. Le tampon est une belle ville, il faut le reconnaître. Mais le tampon est une ville qui a un centre-ville qui est en train de mourir doucement. Et les quartiers de cette ville se sentent de plus en plus détachés de la ville et estiment qu'on ne s'occupe plus d'eux. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous voulez faire, justement, pour inverser ces courbes? Alors, ce que nous, on propose, comme je vous le disais tout à l'heure, on propose déjà un défi économique. 18 000 chômeurs, rappelons-le, 3 225 jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas connu l'emploi. On va d'abord créer des zones d'activité économique. Ce n'est pas une invention personnelle. Il suffit d'aller regarder le plus. Ça a déjà été posé. On va développer une zone d'activité de haute technologie autour de l'université du Tampon, en lien. Le Tampon est une ville universitaire, il ne faut pas l'oublier. 4 000 étudiants à l'heure d'aujourd'hui, 10 000 prévus en 2025. Il faut bien qu'il y ait un lien entre l'économie et les étudiants et le monde universitaire. On va développer une zone d'activité économique également autour du monde économie sociale et solidaire sur la plaine des CAF et créer des zones intermédiaires. On ne va pas faire tout ça du jour au lendemain. Il faudra laisser le temps de la mandature pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Je vous disais, une population qui est pauvre. Une population qui est pauvre. Et le but également, c'est de donner du pouvoir d'achat à ces familles. Justement, quelle est la part de personnes qui ne vivent qu'avec le RSA, qu'avec les minima sociaux, et comment allez-vous, à travers votre CCAS par exemple, amener un soutien à ces personnes? Alors, le tampon, c'est près de 50% de la population qui vit soit du RSA, soit du chômage. C'est énorme, On a une population de 86 000 habitants, imaginez-vous ce que ça représente. Ce que nous, on souhaite faire au niveau social, puisque c'est la question qui m'est posée, c'est déjà de développer un vrai CCAS et non pas une structure comme elle existe à l'heure d'aujourd'hui qui distribue de kilos de riz ou autre. Nous, on veut véritablement mettre en place une structure avec un plan senior qui prend en charge la population qui est en train de vieillir, la population les plus fragiles, parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées, il y a également les personnes les plus fragiles qui peuvent être des mères et des pères de famille, qui peuvent être des jeunes qui sont sans emploi. Qu'est-ce que l'on veut faire? Qu'est-ce qu'on va faire techniquement? Le tampon, c'est une fête tous les dimanches. Ça, c'est du fonctionnement. On va conserver en fait tout ce qui est économique. La fête de l'ananas, la fête de la pomme de terre, la fête de la bibasse, tout ce qui a un lien avec l'économie. Et une fois qu'on sera aux affaires à partir du 15 mars, allez, on va dire courant mars 2020, je vais prendre l'argent qui est affecté à ces fêtes-là. On en a pour environ 1 million d'euros. Le tout, c'est 1 400 000. 1 million d'euros. Et je vais conventionner avec les associations de quartier pour créer du lien social, pour, par le biais des services civiques, remettre du lien entre les jeunes et les quartiers, et ainsi relancer l'activité dans les quartiers, créer du lien, connecter les quartiers. Ça, c'est d'un point de vue économique. Quels sont les autres points, les autres leviers que vous pourrez activer, par exemple, comme l'agriculture, comme
le tourisme, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, pour ces deux éléments? Voilà, c'est pas sorcier, hein, notre programme, il existe déjà, il a été déjà distribué, il est en cours déjà, je peux vous en remettre un exemplaire si vous souhaitez. Tenez, alors, on a 14 points de notre programme. L'agriculture, et si on parle d'agriculture, l'agriculture est au tampon l'activité première du tampon 1, rappelons-le, 40% du territoire est consacré à l'agriculture. Et ce que nous allons lancer, les grands chantiers, certains chantiers ont déjà été lancés. Actuellement, on ne va que perfectionner ce qui existe déjà, et notamment en matière d'eau, d'irrigation. Alors les agriculteurs, il faut savoir que l'eau d'irrigation ne concerne pas tous les agriculteurs au tampon, donc il faudra créer des retenues collinaires intermédiaires. Il faudra remettre et travailler sur les connexions au niveau de l'eau, et surtout un des grands chantiers que nous allons lancer, et là c'est en échange avec les agriculteurs, c'est le prix de l'eau agricole. Le prix de l'eau agricole qui varie entre du simple au double entre l'eau qui est distribuée sur le tampon et l'eau qui est distribuée sur Saint-Pierre. On trouve tout à fait normal que dans un même bassin, le prix de l'eau soit le même, l'eau d'irrigation. Ça, c'est ce qu'on appelle baisser le prix de l'eau agricole, pour instaurer en fait et consolider les chefs d'entreprise que sont les agriculteurs, entre autres. Et ce sera par captage ou par forage? Par captage. Toujours le bras de la plaine au tampon. Mais on n'est pas forcément obligé d'aller capter l'eau des rivières. Il faut savoir qu'au tampon, on est quand même une ville où il y a beaucoup de ravines. On peut installer des retenues intermédiaires. C'est-à-dire pas forcément travailler sur des 350 000 mètres cubes. D'accord. Et en termes d'agriculture, si vous me permettez, en lien avec le monde de l'emploi, puisque c'est notre préoccupation, on va soutenir en fait la filière équine, le cheval, qui pour nous, en termes de développement touristique, en termes de chef d'entreprise qu'il y a dans ce secteur, peut apporter une niche d'emploi. Et en matière touristique, aujourd'hui, quand on parle du cheval, quand on parle de tout ce que le territoire du tampon j'allais dire, revêt comme un intérêt, comment vraiment exploiter le potentiel? Alors j'ai entendu ce matin un des candidats parler qu'il va réaménager la descente sur Grand Bassin, le tampon. Ça fait longtemps qu'on dit des choses et qu'on n'a jamais réalisé. Je vous parle du parc du Volcan. Je pense que quand je nomme un certain nombre de ces projets, on sait de qui je parle. Le tampon a des sites exceptionnels. Le tampon est une ville qui a un potentiel touristique. La question, c'est quel touriste? Est-ce qu'on doit s'adresser aux touristes extérieurs venant d'outre-mer, cette fois-ci en inversant le sujet, ou doit-on capter le tourisme local? Les études ont été claires sur tout ce qui concerne le tourisme au tampon, et on sait que le tampon est traversé tous les ans par 314 000 véhicules qui se rendent au volcan et qui se rendent ensuite à la mer et qui ne s'arrêtent pas sur son territoire. Nous, notre action va plus l'emporter vers le tourisme local. Et en développant des activités vertes autour des randonnées équestres, autour du VTT, en faisant de sorte à ce que nos actions durent le week-end, de sorte à remplir les tables d'hôtes, les gîtes. Le volcan est un potentiel à mieux exploiter encore? Le volcan n'est pas sur le territoire du tampon. Le tampon est la porte du volcan. D'accord. Alors, est-ce que il faut exploiter un territoire qui n'est pas le nôtre? On va autant travailler, si vous me permettez, sur un autre sujet. Vous savez, la plaine des Cafres. La plaine des Cafres, si on revient à l'histoire de la plaine des Cafres, c'est un lieu de haut marronnage. Et le tampon peut mettre en avant sa propre culture, sa propre histoire, en développant et en y faisant une ville
culturelle, régionale et internationale, parce qu'on en a les moyens et on a tout ce qu'il faut pour réussir le tourisme autour de l'activité culturelle. Quels sont les autres points que vous voulez développer sur le tampon ? Alors, les autres points, il y a la problématique des transports au tampon. Je vous parlais ici même, je crois, d'une ville connectée. Et quand on se rend dans les quartiers, il y a une question qui revient souvent, c'est m'y attendre le bus et le bus, il ne vient pas. Et pourquoi ces grands bus-là, alors que nous, on a plus besoin peut-être des bus qui passent régulièrement et qui nous amènent au centre-ville et non pas qui nous portent vers les portes de l'extérieur de la commune. C'est ça en fait, et c'est ça un des grands défis qu'on va relever avec la liste Réunir pour réussir, la liste que je mène aux élections, c'est de réorganiser le transport en commun au centre-ville et en ville sur le territoire communal. La circulation au tampon, ça reste aussi un souci ? Pardon ? La circulation au tampon ? La circulation est un des soucis majeurs du tampon. 55 000 véhicules qui arrivent par jour à la porte du tampon, des embouteillages qui, depuis 30 ans, on n'a jamais apporté une solution concrète. Le tampon a connu un urbanisme, on va dire, non géré. Et aujourd'hui, une fois qu'on a laissé les maisons construire, une fois que les tamponnés ont construit, on veut faire passer des grandes routes et exproprier un certain nombre de tamponnés et de tamponnaises. Il existe d'autres façons, je pense, de gérer en créant de nouvelles portes sur le tampon. Je prends par exemple, pourquoi pas, et c'est le projet que l'on porte, vous allez retrouver ça dans notre programme, de revenir à la création d'une 4 voies qui relierait Pierrefonds à Bois-de-Ponto, dans la région de Trois-Mars, et qui permettrait en fait que le tampon soit desservi des deux côtés simultanément. Ça éviterait des expropriations qui à chaque fois ont fait capoter les projets. Ça éviterait, disons qu'on ne touche pas de zones habitées, ou très peu de zones habitées. Et ça, je pense que c'est important. À chaque fois qu'il y a un projet, ce qui fait capoter, c'est les expropriations qui sont dedans, et à chaque fois les personnes, les propriétaires montent au créneau, et à chaque fois Quoi que de plus normal, si je peux dire ça, moi qui ai défendu et qui ai fait capoter la construction des tyroliennes au niveau des topazes en disant que il faut respecter la propriété des tamponnaises et des tamponnés. Aujourd'hui, si c'est pour dire que l'on va lancer des projets qui visent à exproprier des tamponnaises et des tamponnés, non, je m'y opposerai une fois qu'on sera élu. Alors, on a parlé de tourisme, on a parlé de circulation. Qu'est-ce qui est particulier au tampon qu'il va falloir que Réunir pour réussir, que votre groupe et votre équipe mettent en pratique, construisent? Alors, si au-delà du réaménagement du centre-ville du tampon, c'est une priorité, je pense qu'il faut redonner au tampon sa valeur culturelle. Je vous parlais tout à l'heure d'une ville régionale culturelle, une ville culturelle régionale et internationale. Je ne sais pas si vous connaissez le centre-ville du tampon. Il y a là le parc Champ-de-Cambière. Par contre, il faudra qu'on aille vite parce qu'il faut vous rester 1 minute 30. Et... 1 minute 30. Je veux redonner au tampon sa grandeur culturelle et je veux redonner aux tamponnaises et aux tamponnés le respect qu'on doit avoir pour les écoles en remettant, et là ça va être ma priorité, dès que je rentre en mairie, une ATSEM en petite section, en moyenne section et en grande section. Je vais vous accorder 1 minute, la caméra est face à vous, je vous laisse parler aux tamponnais et aux tamponnaises. Tamponnais, tamponnaises, le 15 mars 2020, dans quelques semaines, vous allez devoir vous prononcer entre l'immobilisme dans lequel est plongé le tampon et une équipe dynamique, une équipe composée non pas de politiques, mais d'hommes engagés professionnellement et associatifs, dans le monde associatif, une équipe qui saura redonner et faire entrer le tampon dans le XXIe siècle. Je vous demande
de faire confiance à cette équipe, réunir pour réussir, et dès le 15 mars 2020, de voter pour la liste Réunir pour réussir, que je mène, moi, Yanis Lebon. Merci Yanis Lebon, merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On passe à notre candidat.